Dans mes conversations avec mes proches, quand je parle de politique, des IA ou des OGM, je voudrais paraître sûr de moi quand je suis certain de ce que j'avance, et j'aimerais paraître humble, prudent, mesuré quand je dis un truc dont je ne suis pas très sûr. Pire encore quand j'écris une vidéo ou un article qui sera lu ou vu par des centaines de milliers de personnes. Mais à quel point suis-je moi-même conscient de ma propre incertitude ? Je vous en parlais dans mon dernier épisode, je suis pas très sûr d'être très bon à déterminer quand j'ai de grandes chances d'avoir raison et quand je défends un truc qui pourrait au final être faux. Le scepticisme, c'est avant tout être sceptique sur sa propre capacité à être clairvoyant. Ce que je voudrais, c'est étalonner correctement mon incertitude. Pour ça, je me fais des quiz. Je vous ai déjà expliqué comment je me soumets moi-même à des protocoles de test. Je réponds à des séries de questions, de jeux de société, mais avant de regarder les résultats, j'essaye d'évaluer la note que je pense avoir, pour vérifier dans quelle mesure je suis capable d'être conscient de mon propre niveau. Mais sur des questions à choix multiples, j'ai souvent un malaise au moment de répondre. Ça m'arrive d'hésiter entre plusieurs réponses. Par exemple, voilà une question volontairement difficile. Cochez une case, bonne réponse 1 point, sinon 0. Certains d'entre vous connaissent peut-être la bonne réponse, les amateurs de science-fiction, ils cochent. Mais je voulais placer la plupart d'entre vous dans une situation où vous n'êtes pas sûr de vous, voire vous n'avez jamais entendu parler ni de cet ouvrage, ni d'aucun des auteurs proposés. Moi, ici, j'hésite. Je connais pas ce titre, mais je lis beaucoup de science-fiction, et je peux dire de façon assez sûre que ce n'est pas la A ou la B. Je connais ces deux auteurs et leur biblio, ça m'étonnerait que je me souvienne pas de ce titre. Mais ça pourrait être la C ou la D, j'hésite. J'ai une petite préférence pour la C, mais je n'exclus pas la D. Si je réponds C, je coche. C'est exactement comme si j'étais sûr de moi, que je connaissais la réponse. Si la réponse est vraiment C, j'aurai le point, c'est cool pour moi. Mais ce ne sera pas entièrement mérité. J'aurais eu un peu de chance. Si la réponse est D, j'aurai 0 point, mais ça aussi c'est un peu injuste, parce que je savais qu'il y avait des chances que ce soit la C, même si au final j'ai choisi l'autre. Les règles des QCM me forcent à exprimer une certaine surconfiance. Je ne connais pas la réponse, eh bien il vaut mieux répondre un truc au pif que de ne pas répondre. Si je réponds pas, 0 point, mais une chance sur 4 de tomber juste, c'est mieux que 0. En classe, exiger de l'élève une réponse unique, ça normalise le fait de toujours exprimer des opinions tranchées, absolues. L'élève qui doute est incité à prendre position comme s'il était sûr de lui. L'éducation nationale devrait arrêter de proposer ce genre de QCM. Ça enseigne des valeurs aux futurs citoyens qui seront nuisibles au débat démocratique. Militer pour l'esprit critique, ça passe par militer contre les incitations à la surconfiance. Voir mon épisode 36 sur l'effet Dunning-Kruger. Pour résumer, voici 3 points qui me semblent perfectibles sur cette notation standard des QCM. 1. Ça efface la notion de doute. C'est coche ou pas coche. J'y crois ou j'y crois pas. Tout ou rien. Pas de j'hésite, pas de c'est pas sûr, pas de je doute de moi. 2. Du coup, ça incite à la surconfiance. Ça pousse à exprimer une réponse, même si on n'est pas sûr, même si on n'y connaît rien, même si on ne comprend pas la question. Défend une réponse. Le scepticisme scientifique est bien différent du mouvement sceptique de l'Antiquité, mais au moins, il y a toujours eu un point commun inamovible. C'est le concept de suspension du jugement. Aussi appelé « quand tu sais pas, tu fermes ta gueule ». Un QCM m'oblige à ouvrir ma gueule, en toutes circonstances, juste pour augmenter mon espérance mathématique. C'est ultra nocif. Et 3, du coup, ça crée un étiquetage des individus. Si j'ai coché, maintenant je suis un Van Vokien. Si c'était faux, je fais maintenant partie des losers, des ignorants ou des crédules. Même si j'hésitais vraiment avec la bonne réponse, même si j'avais pas compris la question. Ça a l'air de rien, mais pour interpréter les résultats d'un sondage, il faut pouvoir évaluer à quel point on a poussé les gens à donner une réponse. Parce que sinon, très vite, on en vient à conclure que les Français sont, par exemple, complotistes. Là, on a demandé à 1200 personnes, sans expertise, mon voisin, ma tante, de cocher dans une longue liste de sujets super complexes, controversés, multifactoriels, dont les dossiers sont interminables. Il faudrait des heures de recherche ne serait-ce que pour effleurer le sujet, et contenant du vocabulaire spécifique dont on ne peut pas attendre de tout le monde de les connaître. Vaccin, CIA, grand remplacement, 11 septembre, compromission, réchauffement climatique, sida, chemtrail, cyclone, séisme, Al-Qaïda, Daesh, service secret, dictature planétaire, NASA, mission Apollo, journaliste à la solde des Illuminati, vas-y coche.
Ma tante Gudule, elle est pas du tout complotiste, mais elle voudrait bien aider le monsieur au téléphone. Imaginez si elle se dit que, quand même, ce serait bizarre de ne rien cocher du tout. De la plupart de ces trucs, elle a jamais entendu parler. D'autres trucs, elle a vaguement entendu dire que c'était controversé. Et elle a raison, certains trucs sont controversés. Si elle a le malheur de cocher un truc, bim, 79% des Français croient à au moins une. Les Français sont complotistes. Tous complotistes, les Français? Oui, selon cette étude. Ah, le cauchemar, pitié. Nous voilà étiquetés. Même ceux qui hésitent, même ceux qui n'ont pas compris la question, même ceux qui voulaient faire plaisir, même ceux qui se disent que quand même, dans ce genre de sondage, il y a toujours au moins quelque chose à cocher, c'est normal, même ceux dont le stylo a dérapé. Pardon. Je m'emballe. Dans les QCM, une façon souvent utilisée pour gérer ça, c'est de sanctionner en négatif les mauvaises réponses. Avec un -1 par exemple. Ou un -1,5 pour pas être trop vache. De cette façon, il vaut mieux parfois ne pas répondre que de répondre au hasard. Ça règle au moins mon deuxième point. Ici, l'élève est obligé de se demander si ça vaut le coup de répondre quelque chose ou pas. Répondre au hasard, c'est prendre 3 chances sur 4 d'avoir un -1. C'est pas rentable. Il faut au moins être un peu sûr de soi pour que ça vaille le coup de prendre le risque de s'exprimer. Le sceptique qui est en moi aime ce genre de propriété. Mais malheureusement, ça ne change pas trop les autres problèmes. En vrai, ce sont les mêmes problèmes qu'avec nos élections politiques. Le choix des citoyens dépend beaucoup du système de vote que l'on aura choisi d'utiliser. Quand c'est le moment d'élire un dirigeant ou un représentant, on propose de mettre un nom dans son enveloppe. C'est comme demander de cocher une seule case. S'il y a des gens qui hésitent, ou pour qui plusieurs candidats conviendraient, ça ne se verra pas dans le résultat. Les éditorialistes de plateau télé diront « Mais allons, c'est qui Arlette Laguiller dans le paysage politique? Elle représente quoi? 5% des voix ?» Alors que pas du tout. J'essaye de me remettre dans mes chaussures de 2002, je peux cocher une case, si je choisis en fonction des programmes proposés, moi c'est clair, je choisis Arlette Laguiller. Mais je vais pas le faire, parce que ça sert à rien. Elle passera jamais au second tour, je vais donc tenter de faire un vote utile. Si tout ce que je veux c'est surtout bloquer l'extrême droite, alors il faut que je devine qui des autres a le plus de chances de passer au second tour et de voter pour le second candidat, celui qui aurait des chances d'être dépassé par le borgne. C'est stratégique. Et malheureusement, je sais qu'ensuite, la presse dira sans sourciller que, en France, il y a 82% de Chiraciens. Une fois que les gens ont coché, un QCM, une élection, un sondage, on ne peut pas s'empêcher de les étiqueter, même si on sait que le vote est stratégique et qu'il ne représente pas une réelle opinion. Je peux essayer de proposer une amélioration du système de notation pour corriger ces 2 points rouges. On peut proposer de fractionner sa réponse entre les différentes propositions. Par exemple, ma proposition ici, ça pourrait être 1%, 1%, 50%, 48%, total 100%. Là, je peux exprimer mes hésitations. Mon erreur sur cette question, c'est la somme des différences entre ma proposition et la réponse attendue. Ici, la réponse attendue, c'était, je cherche sur Wikipédia, la réponse C. C'est-à-dire 0, 0, 1, 0. Enfin, plutôt, c'est la somme des carrés et des différences qu'il faut prendre. Sinon, il y aurait toujours cette stratégie, qui améliore un peu ma note, qui consiste à mettre 100% à la réponse que je trouve un peu plus probable, et 0% aux autres. Cette exagération de la confiance affichée, c'est exactement ce que je veux éviter. Mais avec les carrés, c'est parfait. Là, la seule façon de maximiser ma note, c'est de répartir ma réponse exactement comme ma réelle incertitude. Toute autre répartition me rapportera statistiquement moins de points à long terme. Ça fait un peu plus de calcul pour la notation, c'est vrai. Mais de toute façon, maintenant, c'est rarement fait à la main, c'est souvent en ligne, calculé informatiquement. Et même les QCM papier, c'est souvent des OCR qui comptent. Donc, bon. Ici, mon erreur, c'est 0,48. Donc sur cette question, ma note est de 0,52 points. On appelle ça un score de Brière. Si j'avais misé 100% sur la bonne réponse, j'aurais eu 1 point. Si j'avais misé 100% sur une mauvaise réponse, j'aurais eu moins 1 point, comme avec la notation sanctionnant les erreurs. Si je ne connaissais pas du tout la réponse, j'aurais pu mettre 25% partout. Et on remarque que j'aurais quand même eu un quart de point, ce qui récompense ceux qui savent qu'ils ne savent pas. C'est exactement ce que je cherche. Ici, je peux exprimer mon doute, mettre de la nuance. La notation est dite pro-honnêteté, c'est-à-dire que la seule façon de maximiser ma note, c'est de répartir ma réponse exactement comme ma réelle incertitude, pas de vote stratégique. Et ça montre la complexité des individus. C'est plus difficile aux chroniqueurs de mal interpréter les réponses ou d'essentialiser les gens.
Cette méthode de notation mesure en partie ma connaissance des réponses. Bien sûr, celui qui connaît les réponses aura une bonne note, mais il tient aussi compte de ma propre connaissance de mon ignorance. C'est surtout ça qui m'intéresse. En vrai, j'aimerais un système de notation qui ne mesure que ma capacité à m'auto-évaluer, indépendamment du fait que l'on soit bon ou mauvais. Eh bien, voici une proposition. Toutes les questions ne sont pas toujours à choix multiples. Parfois, il faut répondre un chiffre. Pas seulement pendant une interro, mais aussi, et surtout, dans les questions du quotidien. Ce sont des questions du type quel est le nombre de morts du Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie? Ou tout simplement, combien pèse ce jambon? Ben, vas-y, j'essaye. Je dirais 4,5 kg. Ok, c'est ma réponse. Mais je suis sûr de moi à quel point? Quelle est mon incertitude? À quel point est-ce que je m'attends à ce que le vrai poids soit proche ou éloigné de ma réponse? Bon, on va faire un schéma. Vous avez compris que j'aime les schémas. Horizontalement, je place toutes les réponses possibles, en kilos. J'ai dit environ 4,5 kg ici. Et je dirais que je suis sûr de moi à, disons, plus ou moins 300 grammes. Et là, verticalement, c'est la plausibilité que j'attribue à chaque réponse possible. Plus c'est haut, plus cette réponse me semble plausible. Plus c'est proche de zéro, plus je trouve ça improbable. L'unité de mesure, c'est juste une densité de probabilité. Si jamais je suis sûr de moi, ça veut dire que j'attribue une forte probabilité à 4,5 kg exactement. Et que c'est très improbable dès que je m'éloigne un peu de ça. Ça fait une courbe pointue. Si jamais je suis pas très sûr de moi, ça veut dire que j'attribue quand même une bonne probabilité à 4,6 kg, 4,7 kg, voire même 4,8 kg. Ça fait une courbe plus aplatie. Le tout, c'est que la surface de la courbe soit toujours constante. Notez bien que c'est pas obligé de proposer une belle courbe en cloche comme celle-là. Votre proposition pourrait très bien avoir une forme plus raide d'un côté que de l'autre, voire avoir plusieurs pics à différents endroits. Là, c'est le logiciel que j'utilise qui me propose par défaut des courbes normales. Mais ça correspond généralement pas mal à mon opinion. On pourrait prendre comme score de notation simplement la plausibilité que j'avais attribuée à la bonne réponse. Si la bonne réponse est au milieu de ma cloche, ça fait des points. Et si ça tombe en dehors de ma cloche, ça fait 0. On peut même calculer une sorte de score de Brieur, pour avoir un 0 pour ceux qui savent qu'ils ne savent pas, et une note négative pour ceux qui sont en grave surconfiance. Par exemple, juste en prenant 1 plus le logarithme de votre plausibilité de la bonne réponse. Bon ben allez, je pèse le jambon, suspense. 5,681 kg. Ah, flûte. Non seulement j'avais grandement sous-estimé le poids du jambon, bon ça c'est pas grave, c'est un exercice pas évident, mais surtout j'avais grandement surestimé la qualité de ma réponse. Ça m'embête. J'avais attribué une probabilité très faible que la réponse soit 5,681 kg. Mais bon, encore une fois, un score de Brieur, ça évalue en même temps ma connaissance brute et ma capacité à évaluer ma propre incertitude. C'est pourquoi je vous propose une autre forme de notation, qui note uniquement ma capacité à évaluer mon propre niveau, sans prendre en compte si, au final, je suis bon ou mauvais. Je pourrais juste répondre à des centaines de questions et essayer de faire en sorte que 90% des bonnes réponses tombent à l'intérieur de mes fourchettes. Pas moins, mais pas plus. Moi, je raisonne en tranche de 90%, parce que ça me parle, mais si vous êtes matheux, vous pouvez proposer un écart type, n'importe quelle autre mesure de dispersion, c'est comme vous préférez. Si beaucoup de mes réponses sont en dehors de mes fourchettes, plus de 10%, je suis en surconfiance. Je suis trop sûr de moi. Je fais des fourchettes trop étroites. Il faut que je veille à me recalibrer. Et si trop de réponses sont dans mes fourchettes, plus de 90%, alors je suis trop humble. Je ne suis pas assez sûr de moi, je doute trop. Moi, c'est souvent ça mon problème. C'est courant chez les sceptiques. Il me faut me recalibrer. Eh bien, essayons. Je vais estimer 100 chiffres. C'est parti. Quelle est la population du Japon? Sans regarder sur internet, comme ça, à froid, je dirais combien? Je ne sais pas trop, je suis jamais allé au Japon. J'ai jamais eu la curiosité de m'intéresser à ça. Plus qu'en France, je dirais, quelque chose comme 80 millions. Je dirais que mon incertitude est de, disons, plus ou moins 30 millions. Ok, suivant. Combien mesure Nicolas Sarkozy?
Ah, ça je sais, je l'avais lu il y a quelques années. Ces talonnettes sont célèbres. Je crois que c'était 1,60 m. Je suis sûr de moi à, disons, plus ou moins 5 cm. Ça fait entre 1,55 m et 1,65 m. 1,55 m, c'est vraiment petit en fait, ça m'étonnerait. Bon, disons 1,63 m, plus ou moins 5 cm. Ça fait entre 1,58 m et 1,68 m. Voilà, c'est pas mal. Suivant. Quelle est la vitesse de la lumière? Ah, facile, 300 000 km/s. Plus ou moins, c'est un petit peu moins que 300 000 km/s, genre 299 quelque chose, je me souviens pas les chiffres par cœur. Je vais mettre une fourchette de plus ou moins 1000 km/s, pour être sûr. Mais non, l'objectif c'est pas d'être sûr. Il faut qu'il y ait 10% de chance que ce soit dehors. Si je fais des fourchettes trop larges pour être sûr, j'aurai trop peu de réponses dehors, je serai mal calibré. Bon, disons que je vais mettre 299 800 km/s, plus ou moins 200. Voilà, là je pense qu'il y a quelques chances que je me trompe, mais pas trop. Voilà, vous avez compris, on en fait plein. Quel est le pourcentage de vote RN aux dernières élections? Combien on mange de kilos de viande par personne, par an, en moyenne en France? Quelle est la part d'énergie renouvelable dans notre mix électrique en ce moment? Combien y a-t-il de députés au Parlement en France? On propose un chiffre et un intervalle, et après on compte combien de bonnes réponses sont tombées à l'intérieur de nos fourchettes. Ce score est relativement indépendant de mes connaissances. Il ne mesure que ma capacité à douter, ni trop peu. C'est exactement ce que je voulais. Bien sûr, il faut choisir des questions dont on pense qu'il est possible de trouver une source fiable. Parfois, c'est difficile de trouver des sources fiables, mais on peut toujours se proposer d'estimer le chiffre que l'on pense qu'on trouvera sur Wikipédia ou sur tel autre site officiel. Mais tous les systèmes de notation que je vous ai proposés ont tous ce même défaut. La bonne réponse, entre guillemets, doit être trouvable quelque part. Donc pour mes tests, une réponse ne peut être acceptée qu'à froid, sans possibilité de faire de recherche ou de regarder sur internet. C'est-à-dire que mes réponses ne sont que des a priori de ma part, des préjugés de quelqu'un qui n'a pas eu le temps de se renseigner sur la question. Ça c'est pas trop raccord avec le message du mouvement sceptique. J'aimerais pouvoir mesurer ma capacité à répondre de façon nuancée, à chaud, après avoir eu le temps de me renseigner sur le sujet, de comprendre la discipline, de mesurer les enjeux, de peser chaque élément de la controverse. Mais pour avoir une notation, il faut quand même qu'il y ait une vraie bonne réponse. C'est tendu. Pour ça, j'ai trouvé une méthode élégante. J'utilise les questions des marchés prédictifs, parce qu'une très grande attention est portée sur les conditions de résolution. Du coup, je parie sur le futur, et je distribue mes plausibilités sur ce que l'avenir nous réserve. Quelle équipe gagnera la Coupe du Championnat du Monde cette année? Voilà. Qui sera élu à la prochaine élection? Je dirais tant de pourcents de chance qu'un tel soit élu, tant de pourcents de chance tel autre. C'est difficile de ne pas voter pour mes préférences, mais uniquement pour les chances que selon moi ça se réalise. Quelle sera l'inflation aux États-Unis entre telle date et telle date? Ces sites de marché prédictifs archivent mes performances sous la forme d'un score de Brier, que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi seul peux les consulter, c'est juste pour moi, je ne m'inscris pas au tournoi, il n'y a rien à gagner. Ça me sert juste pour m'entraîner à correctement étalonner mes incertitudes, pour essayer d'avoir une vision du monde qui correspond à la réalité, pour savoir à quel point je suis capable d'anticiper ce qui va arriver. Spoiler, très peu. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'adore faire ce genre d'exercice, pour tester ma propre sagacité. Pourtant, je suis vraiment pas fan de développement personnel. L'important, c'est que nous soyons sagaces collectivement. Mettons tous à l'épreuve notre capacité collective à être conscient de nos capacités. Moi, en tout cas, je pense que je me suis vraiment amélioré à cet exercice. La dernière notation que j'ai proposée, avoir 90% des bonnes réponses à l'intérieur de mes fourchettes, je l'aime bien pour m'auto-évaluer dans mon coin. Parce qu'elle est presque indépendante de mes performances réelles. Mais ça ne peut pas servir à comparer les gens, parce que malheureusement, elle n'a pas cette propriété d'être pro-honnêteté. C'est-à-dire que si on veut tricher, il y a carrément moyen d'optimiser ce score, en ne répondant pas à sa vraie crédence, mais en répondant de façon stratégique. Je vous laisse chercher les martingales. Les sites des marchés prédictifs utilisent toujours des scores de Brier, ou des trucs approchants, pour s'assurer que le plus optimal est toujours de donner sa véritable conviction. Je suis toujours dégoûté quand on propose des systèmes qui n'ont pas cette propriété, dans les notations scolaires, les sondages d'opinion, ou encore plus dans nos élections. Je dois vous avouer maintenant que j'ai un peu joué au naïf, pour donner l'exemple, parce que je connais très bien ce roman de Van Gogh, sur les noms A. Je l'avais lu très jeune, j'avais rien compris,
Ça m'avait vexé. Alors j'avais fait des recherches un peu pour savoir de quoi c'était censé parler. Je l'ai relu plus tard et j'ai trouvé ça passionnant. C'est ça qui m'a lancé sur les sujets de la pensée critique et de l'épistémologie. Les sujets dont je parle ici. C'est devenu une passion. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout d'accord avec le message du roman. Du coup, je le relis régulièrement et je découvre à chaque fois plein de notions que j'avais pas bien saisies. Lisez-le et critiquez-le. C'est formateur.